Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Vincent, on est content aujourd'hui de t'avoir sur Voice of Industry pour pouvoir échanger avec toi sur ton expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning chez ProBayes. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur l'activité de ProBayes ? Oui, bien sûr. Merci déjà Mathieu de m'accueillir ici. Moi, je travaille à ProBayes depuis maintenant 7 ans. Je suis responsable d'une équipe de 8 personnes sur 2 thématiques. La première, plutôt le traitement de séries temporelles et l'industrie en particulier. Et puis aussi, plutôt le traitement aussi de documents et le traitement de données textuelles, qui est l'autre axe sur lequel je travaille. ProBayes, on a 20 ans d'existence, ce qui est assez rare dans le domaine finalement. Et on a été fondé donc, en 2003 par des chercheurs de l'INRIA du CNRS qui ont voulu, on va dire, porter dans le cadre de l'industrie justement au sens large les technos d'IA à l'époque. C'était donc plutôt le bayésien, d'où le nom de la société ProBayes. Voilà, donc on est spécialiste en IA, on fait que ça finalement, c'est vraiment notre cœur d'activité. Donc on développe des solutions sur mesure pour nos clients et on part vraiment de l'émergence du cas d'usage jusqu'à l'industrialisation des solutions de bout en bout quoi finalement. Voilà. Et donc on est 70 personnes, le cœur de la société est à Montbonneau, c'est à Grenoble, on a aussi une petite équipe à Paris et donc on est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que d'un point de vue secteur d'activité, on touche à tout. L'industrie, on va en parler aujourd'hui, mais pas que, l'automobile, la défense, la santé, la finance. Et on a aussi, on va dire, multi-compétences en termes d'IA, c'est-à-dire que on a des équipes spécialisées en traitement d'images, en machine learning en général, en traitement de données textuelles, et aussi on a une équipe spécialiste en optimisation, donc en recherche opérationnelle. Voilà. Ok, très bien. On va pas trop se mentir pour commencer parce que l'IA, on en parle de partout, c'est un terme qui est mis à toutes les sauces. Pour autant, on est convaincu que ça peut apporter à l'industrie, et en particulier dans le cadre de l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples simples d'applications industrielles de l'IA qui fonctionnent ? Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que côté industrie, en fait, les grandes thématiques, les grands sujets récurrents, ça va être l'amélioration de la qualité de produit, l'optimisation des procédés, la détection de panne, ce genre de choses. C'est vraiment les grands cas qu'on rencontre en industrie. En pratique, à ProBayes, donc on a affronté, on va dire, ce genre de cas d'usage de manière récurrente. J'ai, on va dire, 4 projets en tête qui pourraient être intéressants pour ça. Donc le premier, c'est un projet d'optimisation de procédés industriels. L'idée, c'est que une industrie produit en interne des anodes, qui est un des consommables, on va dire, du procédé. Et l'objectif était d'optimiser la qualité de ces anodes en fournissant des recommandations de pilotage du procédé. Donc quels paramètres lors de la production il faudrait modifier pour revenir à une densité, dans ce cas-là, anodique optimale. Donc ça, c'est vraiment un sujet important. L'objectif derrière, donc, c'est, d'un point de vue IA, on doit modéliser le procédé, entraîner des modèles qui permettent de prédire, on va dire, la qualité de la production, donc là, la densité des anodes, par rapport aux paramètres procédés, et on se sert de ce modèle ensuite pour proposer des recommandations pour revenir à la normale ou même optimiser, maximiser la productivité ou la qualité des procédés. Voilà. Donc ça, c'est un grand thème. Le second, c'est vraiment la maintenance prédictive, qui est aussi un sujet très récurrent en industrie. On a par exemple un projet dans le secteur nucléaire, où l'objectif est d'anticiper des défaillances machines à partir de données capteurs assez simples dans ce cas-là. C'est plutôt des fréquences, des intensités. Il n'y a pas, dans ce cas-là, pas 50 mesures capteurs, juste quelques-unes, mais qui portent de l'information pertinente. Et donc ça, c'est un sujet qu'on a mis en production. On arrive à anticiper 70%, on va dire, des défaillances, avec, on va dire, un horizon d'anticipation de 10 jours en moyenne. Donc ce qui est plutôt très satisfaisant. Je pense qu'on reparlera peut-être plus tard des sujets de maintenance prédictive, c'est un sujet qui n'est pas évident en général, mais là on a pu arriver jusqu'au bout sur ce cas-là, donc ça c'était sympa. Et je vais citer encore 2 sujets, parce que donc là je parlais vraiment de données capteurs, des signaux en général, séries temporelles, mais il ne faut pas oublier les aspects plutôt vision, image, où là aussi il y a des choses à faire dans l'industrie, notamment pour la détection de défauts sur des images, sur des éléments de la chaîne de production par exemple. Nous, on l'a fait dans différents sujets, notamment dans l'automobile, dans une chaîne de production et qui produisait des arbres à cam pour des équipements, pour des véhicules. Et donc là, l'idée, c'est avec des images, détecter des défauts sur
procédures Bracam. Et ça marche bien, ça marche très bien en fait si on a à disposition les données suffisantes. Et dans ce cas-là, on arrivait à trouver 90% des défauts sur ces équipements. Donc c'est quand même aussi un sujet où il y a de la valeur à trouver. Et je terminerai rapidement sur les données textuelles, parce qu'on l'oublie en fait, mais dans l'industrie aussi, il y a pas mal de documents qui peuvent être disponibles et exploitables. Et donc par exemple, on a fait des travaux pour développer un moteur de recherche pour exploiter des comptes rendus, on va dire, d'anomalies, comptes rendus d'intervention, on va dire, dans l'industrie, pour essayer c'est une base de données gigantesque, et donc développer des moteurs d'IA pour les récupérer de l'information dans ces documents. Tu viens de nous donner là quelques exemples intéressants d'applications, très concrètes d'ailleurs. J'imagine que c'est pas toujours si évident que ça de mettre en place de l'IA sur un procédé industriel ou sur une application industrielle. Absolument. Pour toi, c'est quoi les conditions pour réussir un tel projet et faire que ça marche ? Alors, il y en a pas mal en effet. Je dirais que pour commencer, c'est vrai que côté métier, on n'a pas forcément la culture de ce qui est faisable en fait en termes d'IA. Premier point de départ. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut apporter l'IA dans le domaine de l'industrie ? On peut commencer par là. Donc, pour avancer sur ce côté-là, on a besoin d'acculturer en fait les métiers aux possibilités, aux cas d'usage possibles. Donc c'est un peu notre boulot notamment, on va dire. Donc il faut déjà donner les bonnes idées sur qu'est-ce qui est faisable dans l'industrie. Première chose avec de l'IA. Le second point, je pense un des freins, une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que souvent les industriels possèdent de très grands volumes de données capteurs, gigantesques, mais qui sont parfois pas exploités, ce qui fait que la qualité de la donnée peut être discutable, on va dire, et donc ce qui fait que en fait on va passer un énorme temps de notre travail à préparer ces données, les récupérer, les nettoyer, les agréger, et ce qui est un frein, c'est-à-dire qu'on va perdre du temps entre guillemets à faire ça, et c'est dommage, on pourrait aller beaucoup plus vite si les données étaient déjà utilisées plus quotidiennement finalement, et donc plus exploitables facilement. Ça, c'est les 2 points principaux. On peut continuer aussi parce que une fois on en parlera après comment se passe un projet d'IA, mais à un moment donné, on va vouloir mettre en production les solutions qu'on aura développées. Et là aussi, c'est pas évident dans l'industrie parce que, comme je l'ai dit, finalement, on a souvent des sources de données diverses et variées. Donc, il faut pouvoir avoir une plateforme ou une façon, en tout cas, de centraliser ces sources de données multiples pour les exposer finalement pour les modèles d'IA qui vont les exploiter. Et donc ça peut être un frein parce que tous les industriels n'ont pas ce genre de plateforme à disposition. Donc ça, c'est une plateforme pour centraliser les sources de données multiples, et puis il faut aussi pouvoir avoir la technologie pour, on va dire, héberger, faire tourner concrètement les modèles qu'on va mettre en production. Donc c'est pas forcément une technologie très novatrice, ça va être du Python, on va dire par exemple, un langage de programmation qu'on va utiliser au quotidien, mais il faut avoir des plateformes pour pouvoir faire tourner nos solutions, pouvoir installer, on va dire, toutes les dépendances, toutes les librairies, tout le packaging, on va dire, IA qui est nécessaire, et ça peut être un frein pour pas mal d'industriels. Voilà. Et j'imagine typiquement si l'industriel veut déployer ça sur de nombreuses installations, de nombreux équipements, s'il n'est pas outillé, ça peut devenir compliqué. Exactement. Dans ce que tu nous expliquais tout à l'heure sur les quelques cas concrets oui. que tu as détaillés, il y a une notion qui commence à arriver, et on entend parler, qui est le jumeau numérique. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus dans le détail sur ce que ça recouvre ? Je parle bien dans ton domaine, parce qu'il y a du jumeau numérique 3D, il y a du jumeau numérique... il y a divers et variés, mais là vraiment sur le jumeau numérique en termes de data et d'IA, est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail et nous dire à quoi ça peut servir ? Alors de mon point de vue justement, ce que va être un jumeau numérique, ça serait vraiment un simulateur physico-chimique finalement, qui permet de reproduire le procédé qui a lieu dans l'industrie. Moi je le vois comme ça de mon point de vue, et l'intérêt d'avoir ce simulateur, il est multiple, mais en particulier ça peut permettre de générer de la donnée qui va être réaliste, des vraies conditions de procédé. Et ça c'est un point important parce que tous les modèles d'IA qu'on va développer nécessitent de grands volumes de données pour être entraînés, pour être mis au point. Et donc une façon d'obtenir cette donnée, ça peut être par des simulateurs réalistes qui vont permettre de générer facilement tout un tas de cas différents. C'est ça qui est important, c'est que dans l'industrie, on veut finalement rester dans des gammes bien connues, parce qu'on ne veut pas forcément s'écarter des paramètres bien connus, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ou mal, et donc ça peut poser problème. Or,
pour que le modèle d'IA apprenne, on a besoin, à l'inverse, d'exemples divers et variés en fait, de procédés. Et donc le jeu numérique permet de simuler des cas qu'on ne rencontrerait pas ou rarement dans la vraie vie, mais qui pourraient servir à alimenter l'apprentissage de modèles d'IA. Voilà. Et pour résumer, est-ce qu'on pourrait pas dire quelque part que ce modèle d'IA qui a été construit à partir de la simulation, en fait, c'est une version simplifiée du jeu numérique qui derrière peut être implémentée. Absolument. Finalement, grâce à des modèles d'IA, on va pouvoir, en effet, se passer à la fin des simulateurs qui peuvent être très complexes et très longs à faire tourner en temps réel. Et le modèle d'IA va capter l'information principale, va être entraîné sur ces données-là, donc on va modéliser en fait le procédé, mais avec des modèles d'IA un peu différents des modèles physico-chimiques. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus réactif pour tourner en temps réel, et on peut s'en servir pour trouver des conditions optimales de procédé grâce à ces modèles d'IA qui reproduisent un peu la réalité ou la simulation. Avec l'expérience que vous avez chez ProBayes, ce que je comprends, vous avez fait quand même pas mal de projets dans l'industrie, j'imagine que vous avez déjà développé un certain nombre d'approches pour répondre aux obstacles que tu nous évoquais tout à l'heure, et est-ce que tu pourrais nous partager un peu plus à ce sujet ? Oui, absolument. Le premier, par rapport au premier problème qui est la connaissance, on va dire diffuser l'information au métier de ce qui est possible, évidemment on met beaucoup d'emphase là-dessus pour proposer des prestations d'accompagnement au départ, en fait, pour aller passer plusieurs jours, on va dire, chez des clients, pour montrer des exemples de cas d'usage qu'on a pu faire, pour discuter avec eux de leurs données, de leurs problématiques, et les aider finalement à cibler les éventuels cas d'usage sur lesquels on pourrait travailler. Donc ça c'est un point important, c'est les accompagner dès le départ pour être sûr avec eux qu'on va cibler à la fois un cas d'usage qui a de la valeur pour eux, mais aussi pour lequel on a les données à côté. C'est aussi un point important, c'est le cas d'usage qui a de la valeur et les bonnes données pour y répondre. Ça c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de maintenance prédictive, qui est un sujet qui est régulièrement mentionné en IA, mais qui est un sujet qui est difficile en fait, parce que, comme je l'ai un petit peu dit auparavant, on a généralement besoin dans les approches d'IA standard d'avoir beaucoup d'exemples pour entraîner un modèle. Or, généralement dans l'industrie, les pannes, heureusement, sont rares, donc ce qui fait que parfois on va avoir, sur l'historique de données, depuis 2-3 ans, on va avoir 5 exemples de pannes. Ce qui fait que les modèles d'IA classiques, entre guillemets, vont avoir des difficultés à être entraînés parce qu'ils auront trop peu d'exemples. Et donc, de notre point de vue, on a développé d'autres approches qui permettent, en quelques mots, qui est pas vraiment de la maintenance prédictive, mais plutôt de la détection d'anomalies pour modéliser le comportement standard du procédé, qui lui est très fréquent du coup. Et donc, il dispose beaucoup d'exemples du fonctionnement normal, et on va pouvoir développer des modèles pour lever des alertes lorsqu'on s'éloigne de la normalité. Donc c'est pas forcément une panne qui va arriver, mais au moins c'est une façon de contourner le problème et de mettre en avant des anomalies de procédés qui peuvent parfois mener à des pannes. Donc c'est une façon de faire pour répondre à ce besoin-là. En revanche, sur l'aspect vraiment déploiement en production des solutions, on n'a pas de notre côté des solutions miracles, parce que finalement c'est aux clients de trouver les bons partenaires et de mettre en place les plateformes pour faciliter le déploiement des solutions. Et voilà, c'est pas notre cœur de métier ProBayes de faire ça, et on n'a pas de solution miracle pour le moment de notre côté pour faire ça. Est-ce que, je dirais, tu as commencé à évoquer la manière dont tu interviens et dont vous intervenez avec les équipes de ProBayes chez vos clients sur cette acculturation. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus en détail sur comment vous conduisez un projet et un peu les étapes clés avec vos clients pour mettre en place concrètement l'IA? Alors oui, donc au départ, ça va dépendre de la maturité du besoin du client. Donc soit, en effet, il est peu mature, dans ce cas-là, on va commencer par passer quelques jours avec eux pour les acculturer et les accompagner pour faire émerger le besoin. Ça va être le point d'entrée. Soit, parfois, certains clients sont très matures et ont déjà en tête un sujet spécifique avec les données associées. Donc on peut attaquer la phase d'après, qui est la phase généralement de preuve de concept ou de MVP. Bon, ça dépend un peu la maturité du sujet aussi, mais on va dire en général plutôt une preuve de concept qui consiste grosso modo à mettre au point les modèles sur des données statiques, c'est-à-dire avec une extraction des données disponibles à l'instant T, par exemple depuis 3 ans, quelles sont les données qui étaient disponibles. Elles nous sont partagées et elles sont donc ensuite utilisées sur nos serveurs ProBayes. Elles ne sont pas ProBayes, je le dis tout de suite, elles sont hébergées sur les serveurs sécurisés côté ProBayes. Et c'est là-dessus où pendant
2 mois, par exemple, on va mettre au point les modèles, entraîner les modèles, tester leur performance, s'assurer que tout va bien, qu'on est satisfait de la performance d'un point de vue IA. Donc si on est content, si les performances sont satisfaisantes, on va vouloir donc passer à l'industrialisation, c'est-à-dire comment mettre en pratique la solution, la déployer chez le client. Et donc ça commence déjà par une phase de cadrage vraiment d'architecture logicielle en fait, se dire on va faire une étude avec la DSI du client pour voir où est-ce qu'on pourrait concrètement, dans quelle infra chez eux, on peut déployer la solution. Et une fois qu'on a fait ça, on va développer l'architecture et mettre en production, en partenariat avec le client, la solution chez eux. Voilà. Et enfin, on passe à une phase plutôt de maintenance, parce que les modèles d'IA ont besoin d'être maintenus dans le temps. Typiquement, on a parfois besoin de réentraîner les modèles. Ça peut arriver parce que si les données de départ se mettent à évoluer, par exemple le procédé est changé, je sais pas, un nouveau capteur est arrivé, ou voilà, ils ont voulu modifier le procédé, et on a besoin de s'adapter à ça, et l'IA le fait pas toute seule, je le dis aussi, c'est pas magique, on va avoir besoin de réentraîner, donc récupérer les données à nouveau, mettre à jour les modèles, et puis donc c'est ce rôle-là de maintenance, de suivi qu'on va faire auprès des clients. Tu as parlé d'implémentation et de comment les modèles sont mis en œuvre concrètement chez le client une fois qu'ils ont été conçus. Qu'est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, comme évolution nécessaire de la chaîne digitale ou de l'infrastructure IT chez les industriels pour que ça puisse se faire simplement? Le premier besoin, ça va être de centraliser les différentes sources de données, parce que dans l'industrie, comme je l'ai un peu dit auparavant, on sait les modèles d'IA vont devoir se baser sur tout un tas de sources différentes de données. Ça peut être de la donnée procédé capteur, ça peut être de la donnée d'analyse laboratoire par exemple, qui sont régulièrement faites pour suivre la qualité du procédé. Donc voilà, on va avoir des sources de données diverses qui sont stockées généralement dans des bases de données ou dans un système d'information distincts. Et donc on a besoin qu'ils soient centralisés, puisqu'on a besoin que le modèle ait accès à ces différentes sources de données. Donc le premier sujet, c'est ça, centraliser les sources multiples de données. Une fois qu'elles sont centralisées, il faut qu'elles soient exploitables, c'est-à-dire nettoyées, faut qu'on puisse facilement les agréger, soit d'un point de vue temporel, soit sur une phase du procédé. Donc voilà, les centraliser, les agréger, ça c'est le point vraiment sur les données. Et après, notre point de vue pour pouvoir lancer, entre guillemets, faire tourner les modèles d'IA, on a besoin d'avoir un socle logiciel qui permet d'intégrer les modèles d'IA. Et donc concrètement, ça va être pouvoir faire tourner du Python, c'est le langage commun qu'on va utiliser. Nous, on utilise souvent ce qu'on appelle des Docker, là c'est un petit peu technique, mais en tout cas c'est on va dire une façon d'encapsuler toutes les dépendances logicielles et pouvoir facilement faire tourner nos solutions avec toutes leurs dépendances intégrées facilement, donc disposer d'un stock logiciel qui permet d'intégrer ce genre de technologie. Ça c'est essentiel, et tout le monde n'a pas ça à disposition pour le moment. Et le dernier axe, c'est généralement les modèles d'IA ensuite vont permettre de fournir de la nouvelle donnée, en fait, ça peut être par exemple une alerte ou une recommandation de procédé qui doit être exposée sur une interface graphique pour que l'usage soit beaucoup plus soit facilité et soit sympathique pour les utilisateurs finaux. Donc là aussi, disposer de possibilités simples de mettre en place des dashboards, des outils d'alerting, c'est aussi essentiel, et ça peut manquer aujourd'hui chez certains industriels. Voilà. On arrive bientôt à la conclusion. Avant de passer à la conclusion, est-ce que tu pourrais nous faire un petit panorama des grandes tendances aujourd'hui que tu vois sur l'IA appliquée à l'industrie? Alors moi, ce que j'ai observé un peu depuis quelques années, on va dire, les dernières années, c'est qu'on a quand même une accélération en général, on va dire, d'aller plus vite vers l'industrialisation. C'est vrai que j'ai expliqué, on a POC, Indus, etc. Ça, c'est un peu le schéma classique. Pour des techno-IA qui sont très matures, c'est notamment le cas en vision ou en traitement de données textuelles, en fait, souvent, on sait dès le départ que ça va marcher, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le besoin, entre guillemets, de faire un POC, c'est plutôt de se dire, on peut directement attaquer par un MVP, un produit minimum viable, on va dire, parce qu'on sait que ça va marcher, on va juste mesurer à quel point ça marche bien, en fait. Donc ça, c'est ce que je vois, c'est qu'on va vouloir aller beaucoup plus vite vers l'industrialisation, directement faire un MVP, et ensuite, rapidement aller en production. Mais ça, c'est valide pour des technos très matures, tels que la vision, le NLP. Et je trouve qu'en fait, à l'industrie, c'est un peu moins le cas. En tout cas à l'industrie, dans le traitement de données capteurs en général, parce que on n'est pas sûr, dans ce genre de problématique, qu'on a vraiment du signal, donc de l'information
présente dans la donnée. Je prends l'exemple du NLP qui est plus simple. Si je veux classer des documents, voilà, j'ai une tâche, je veux classifier les documents. On sait, nous, que dans le document, l'information, elle existe pour classifier. Je dois différencier, j'ai n'importe quoi, une photo d'identité d'une carte grise. Bon, ça, c'est pas dans l'industrie, mais vous voyez l'image. On sait que l'information, elle est présente. Donc, les modèles d'IA ont des facilités à la mettre en avant pour réussir à classifier. Alors que, si je parle de maintenance prédictive, le client et nous-mêmes, on n'est jamais sûr, finalement, que les données capteurs présentent l'information qui permettrait de détecter en avance une panne. Donc, ça, mon point, c'est que les sujets matures, on va aller beaucoup plus vite vers l'industrialisation. Dans l'industrie, pour les données capteurs, c'est pas encore vraiment le cas, je trouve, parce qu'on n'est pas vraiment sûr qu'on a l'information disponible, qui est existante dans la donnée, pour arriver à répondre au cas d'usage. C'est très clair, en tout cas, merci. Pour conclure, quel serait ton conseil pour un industriel qui souhaite sauter le pas et se lancer dans l'IA ? Alors je dirais qu'il faut commencer par peut-être se mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, en essayant d'attaquer par un premier cas d'usage de démonstration, finalement. Donc isoler un premier sujet avec une forte valeur ajoutée qui est essentielle pour que ça soit utile. Donc pour se rendre compte très concrètement des besoins, des prérequis et de comment se déroule un projet d'IA. Je pense que c'est le premier point d'entrée, c'est vraiment se lancer sur un premier sujet intéressant, mais il faut rapidement réfléchir à une vision d'ensemble pour justement permettre de passer rapidement à l'échelle, pouvoir, comme je disais, répondre aux problématiques de collection de la donnée, de standardisation de la donnée, de mise en place d'une plateforme. Donc voilà, attaquer par un vrai sujet pour se motiver et se rendre compte de ce que ça peut faire en concret, mais aussi quand même rapidement basculer vers une réflexion un peu plus globale pour mettre en place tous les prérequis, les outils dont j'ai parlé, pour faciliter le déploiement par la suite de ce genre de modèle. Vincent, merci beaucoup pour cet échange, en tout cas très clair et très concret sur un domaine qui souvent ne l'est pas. Donc merci beaucoup, au plaisir. Eh ben de rien, un plaisir, merci à toi Mathieu, et puis à bientôt. À bientôt.